Okay, so in her magnum opus, La distinction de sexe, and in Dans son œuvre, La distinction des sexes, et dans sa présentation à cette conférence, Irene Terry a suggéré que nous voyons le genre non pas comme un attribut de la personne, mais en tant que modalité des relations sociales, qui influent sur les actions et les événements. Il y a eu des décennies de recherches par les anthropologues et les historiens sur l'Océanie, et beaucoup d'entre eux avant elle ont accentué les contrastes entre les perceptions océaniennes et européennes de la personne, jusqu'aux spécialistes anglophones, dont Margaret Strathern dans le livre of the person and of gender. In his last essay, Dans son dernier essai, Marcel Mauss adresse le défi de la question de l'universalité de l'idée de la personne, du moi en tant que catégorie du cerveau humain. Donc, inordinate speed across space and time, but posited a human universal in that no language lacks aucune langue ne manque le terme « je » ou « moi ». Et il y a toujours un humain qui est conscient de son individualité spirituelle et physique. Mais son point central dans cet essai, c'est de retracer le mouvement historique d'une emphase sur le personnage à la personne from and to person and self. And in New et sur le moi. Et en Nouvelle-Calédonie, Lennart a conservé cette notion de personnage de Lennart en ce qu'elle appartient à ce qu'il voit comme le mode participatif archaïque des Kanaks avec le monde. Les Kanaks voient la personne non pas comme séparée par la peau du corps, mais en tant que relationnelle et plurielle. Pour lui, c'était la modernité, le détachement du monde de la tribu, l'éducation en pensée rationnelle et la chrétienté dont il était prosélyte et qui catalyse un mouvement inéluctable vers un nouveau genre de personne, un individu et une nouvelle vision du monde. a founding mother, Donc une mère fondatrice de cette lignée, qui était dominée par les hommes, a émergé plus tard au XXe siècle. Et en conversation avec Mauss, plus qu'avec Lennart, dans son livre très influent, The Gender of the Gift, Marilyn Strathern nous invite à concevoir la différence entre l'individu occidental et le individuel mélanésien. Elle a vu la personne mélanésienne comme constituée of the relationships that produce them, continuously composed est continuellement composée et décomposée à travers des transactions de substances corporelles, comme le sang, le sperme et le lait, et d'autres choses, comme les cochons, les coquillages. Donc les personnes émergent seulement de façon évanescente en tant qu'acteurs unitaires. Et il semble que ce soit plus les hommes que les femmes dans ce contexte. Mais elle propose cela comme un jeu heuristique de figures idéalisées, une expérimentation de la pensée. so long entrenched in Western Et c'est tellement ancré dans la pensée occidentale, qui a été amplifié par des débats de spécialistes entre les acolytes de Strathern et une confrérie de critiques, which I conclude myself, parmi lesquels je m'inclus, qui refusent l'interprétation binaire or real world description comme une description du monde, des différences entre les personnes occidentales et mélanésiennes. Donc, à mon avis, ces expérimentations occidentales ne sont pas juste des expérimentations de la pensée, mais des rencontres réelles entre les peuples océaniens et européens dans le cadre d'un capitalisme de colonisation et de ses suites. Et c'est évident dans les travaux de Lennart, un missionnaire protestant qui travaillait dans le contexte du colonialisme français en Nouvelle-Calédonie. Et j'adore le livre de James Clifford sur Lennart, il est très beau, c'est très bien écrit récemment. Mais je pense que cette proposition est également vraie de Mauss, qui est dans son fauteuil au Collège de France, et Marilyn Strathern, qui se promène dans les hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée, avant et après la colonisation australienne. Mais contrairement à ces anthropologues, Terry ne décrit pas les différences antithétiques entre les notions européennes et océaniennes de la personne et du genre, mais une critique des modèles occidentaux du genre et de la sexualité basés sur les modèles océaniens. Donc le système binaire homme-femme et la bifurcation de homo-hétérosexuel sont dérangés par la liminalité du genre et la sexualité fluide en Océanie.
Donc le genre et la sexualité sont conjugués par force dans son attaque sur les essentialismes occidentaux, à la fois sur le genre et les identités sexuelles. Donc je suggère ici que voir le genre et la sexualité non comme des attributs de la personne individuelle, mais comme des modalités des relations sociales, peut also être pertinent à ces relations transculturelles entre les Européens et les peuples européens et océaniens. Des rencontres sexualisées, genrées, à partir des premières phases des voyages exploratoires dans le Pacifique, de Wallis, Bougainville, Cook, La Pérouse, aux rencontres contemporaines en Océanie, ce que Nico Besnier et Kalissa Alexeyev, dans leur livre à paraître, Gender on the Edge. Et comme je le suggère, ces rencontres révèlent à la fois une cascade de complicité, beaucoup de méconnaissances mutuelles, et dans ma navigation intellectuelle de cette traversée hasardeuse entre l'Europe et l'Océanie, entre le XVIIIe et le XXIe siècle, je voudrais déployer 3 questions coordonnées. Tout d'abord, est-ce que les notions de genre et de sexualité océanienne et occidentale sont similaires ou différentes? Peut-on dire que les modèles océaniens sont relationnels, non pas dans la personne, mais entre les personnes, composées et décomposées en relation, alors que les modèles occidentaux voient le genre et la sexualité comme des attributs d'une personne individuée, une identité de la nature et la révélation d'une essence intérieure. Deuxièmement, est-ce que les modèles océaniens et occidentaux comprennent la relation entre le genre et sexualité différemment? Les Occidentaux ne reconnaissent pas nécessairement les relations de genre en termes sexuels pour l'Océanie. Et c'est ce que Nico Besnier et Kalissa Alexeyev mettent en avant dans leur livre. Troisièmement, comment est-ce qu'on conceptualise le pouvoir dans les rencontres historiques entre les peuples occidentaux et océaniens dans les régimes de genre et de sexualité? Est-ce que les idées d'identité humaine sont les mêmes, sont simplement des projections d'universalité impériale occidentale? Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire d'être Mahou ou Réré? Et au contraire, la différence incommensurable entre les modèles océaniens et occidentaux implique dans les luttes postcoloniales et coloniales où la culture océanienne est vue comme menacée par des identités sexuelles et de genre invasives. Donc je ne vais pas tant répondre à ces questions que me torturer à leurs propos à travers un matériel ethnographique et historique très sélectif. J'adore cette image du capitaine Cook dans Hyde Park avec son télescope, mais évidemment ça paraît assez phallique, hein, avec cette femme assise, ces femmes assises dessous. Donc les rencontres les plus précoces entre les peuples océaniens et européens, et particulièrement ces voyages de la fin du XVIIIe siècle, comme ceux du capitaine Cook, qu'on appelle des voyages de découverte. Et j'ai horreur de ce mot, bien qu'ils font partie d'une quête d'éclairement, de savoir, et une recherche séculaire nouvelle pour les diversités de la nature. Mais ces voyages étaient essentiels pour l'extension du pouvoir impérial européen. Les scientifiques, les officiers et les marins sur ces voyages étaient fascinés par la diversité des environnements insulaires, la variété de la flore et de la faune et la gamme hallucinante des natures humaines. Et donc ces idées de variété humaine se sont centrées sur les différences entre les femmes de l'Est, comme Tahiti, et les femmes de l'Ouest, et dans ce qu'on appelle maintenant le Vanuatu, hein, d'après William Blake, et comment ces différences vont se solidifier dans des notions impériales de région et de race. Par exemple, le contraste entre la Mélanésie et la Polynésie. Donc les rencontres sexuelles entre les hommes européens et les femmes polynésiennes pendant ces voyages, on en a fait un débat obsessif au point où les spécialistes comme les gens du peuple ont été épuisés. Donc au risque de simplifier trop, je discerne une différence cruciale entre ces spécialistes qui soulignent les similarités et ceux qui soulignent les différences dans les modèles océaniens et occidentaux de genre et de sexualité. Donc pour prendre un exemple,
Anne Salmond, dans un livre magistral sur Tahiti, qui s'appelle Aphrodite's Island, suggère qu'il y avait une rhapsodie amplifiée entre les imaginations mythiques que les Européens et les Tahitiens ont amenées à ces premières liaisons hétérosexuelles entre hommes et femmes. De l'époque de Wallis et Bougainville, avec l'apparition de belles jeunes femmes qui révèlent leur corps aux étrangers, les femmes de Polynésie sont devenues des figures mythiques associées avec les idées d'un âge d'or, d'un désir innocent et de liberté sexuelle. À travers le brouillard de leurs propres enchantements, les explorateurs européens de cette période ont connecté les femmes polynésiennes à la figure d'Aphrodite ou de Vénus. De plus, Salmon observe que les mythes d'Aphrodite sont réminiscents des histoires ancestrales de Tahiti. Donc d'après les mythes classiques, le dieu du ciel Ouranos et sa femme Gaïa étaient dans une étreinte qui écrasait leurs enfants. Et leur fils Cronos a coupé l'appareil génital de son père avec une faucille et l'a jeté dans l'océan, où cela a attiré une écume blanche d'où est née Aphrodite, qui fut transportée à Cythère. De même, Anne Salmond voit les perceptions tahitiennes du genre et de la sexualité européenne filtrées par leur imagination mythique et les dieux locaux. Par exemple, le premier dieu tahitien, Ta'aroa, qui existe dans sa solitude cosmique, dans le noir, et comment ses descendants, tout Atea et Tané, et d'autres dieux, étaient emprisonnés dans les ténèbres de la terre et du ciel qu'ils essayaient de séparer. Donc Tané a réussi à séparer la terre et le ciel, à lever le dôme du ciel, et à installer 10 cieux en ordre successif. Donc cette résonance des mythes tahitiens et grecs font écho à ce que Salmond souligne sur la mutualité des échanges entre deux mondes et comment les peuples du Pacifique et les Européens comme Cook ont été transformés par ces rencontres. Et elle parle souvent de Cook en tant que Touté. C'était son nom qui lui a été donné par les Maoris. En dépit du respect énorme entre Anne Salmond et Serge Cherkezov, Serge a plutôt souligné les méconnaissances mutuelles dans ces rencontres sexuelles. Il parle des fantaisies occidentales, des fantasmes d'amour libre, d'hospitalité sexuelle, et des femmes polynésiennes comme des agents lascifs qui ont caché la persuasion et même qui ont masqué le fait qu'elles avaient été forcées. Donc il souligne le fait que des jeunes filles ont été forcées à des mariages avec des Européens, et certaines ont perdu leur virginité à cette occasion. Donc il dit que le désir polynésien au départ n'était pas principalement sexuel, mais reproductif, parce qu'elle voulait des bébés qui auraient eu une aura particulière et auraient été les premiers-nés de vierges de haut rang. Donc il y a une fascination intense et un débat passionné sur ces premières rencontres hétérosexuelles en Polynésie, et de nombreuses analyses masquent les comptes rendus de relations homosexuelles dans ces premiers voyages. Mais comme le déplore Kathleen Wilson, le sexe est généralement hétérosexuel. Mais les écrits de Nico Besnier et puis les premiers livres de Kathleen Wilson et Lee Wallace ont lancé un défi à cette emphase hétéronormative. Et Kathleen Wilson a raison. À de très rares exceptions près, nous n'avons pas pris en compte l'homosocialité et l'homoérotisme à bord des vaisseaux européens. Et donc nous avons échoué dans la vision des questions compliquées posées par la méconnaissance des genres dans ces premières rencontres océaniennes. Lee Wallace a observé comment l'état de nature à Tahiti est mis en scène comme exclusivement hétérosexuel, et comme les hiérarchies de différences culturelles et sexuelles sont mises en ligne en ordre réglé afin que la colonisation sexuelle devienne la métaphore non ambivalente de l'acquisition impériale.
elle insiste que le corps qui inquiète le plus pour les voyages dans le Pacifique n'est pas celle de la femme native, mais celle du mâle européen. Donc c'est peut-être ma réponse là. Ça fait écho à une mode dans les écrits récents anglophones qui souligne la vulnérabilité des hommes européens et de leur présomption impériale. Et donc, ils essayaient de se préserver dans un environnement qui était parfois très hostile dans les mers du Sud. Et je pense à Jonathan Lamb et à d'autres. Et comme le disent Wilson et Wallace, une telle préservation implique qu'on deal avec le secret, le spectre de la sodomie. À Hawaï, l'équipage de crew a observé Aikine, des jeunes guerriers masculins qui rendaient des services politiques et sexuels aux chefs. Et leurs pratiques homo-érotiques ne compromettaient pas leur masculinité. Ils n'étaient ni féminisés, ni sexuellement passifs. Ils avaient généralement des femmes et des enfants. Et ces Aikane jouaient souvent le rôle d'intermédiaire entre les Britanniques et leur maîtresse locale. Donc, au moment de la mort de Cook, on peut voir le rôle joué par Palea, qui est un Aikane de Kalianiupu'u, dans le vol qui a précipité la mort du capitaine Cook. Donc Samuel décrit comment le travail de ces servants était de commettre le péché d'Onan sur le roi. Et comment les hommes d'Hawaï nous demandaient souvent, en voyant un jeune homme de bonne constitution, s'il n'était pas Ikani pour nous. Donc l'orthographe est différente. Le 5 mars 1779, après la mort de Cook, Samuel rapporte qu'un autre chef, Kalanikoa, à bord de la Résolution, avait vu un jeune homme bien de sa personne, dont il aimait beaucoup l'apparence. C'était le lieutenant King. Et a proposé 6 cochons au capitaine, qui était le capitaine Clark après la mort de Cook, pour un échange donc avec King, avec le lieutenant King. Donc Samuel parle ensuite de la dépravité étrange de ces Hawaïens, et d'autres, y compris King lui-même, n'étaient pas gênés par de telles invitations. Donc on suppose que le lieutenant King était beau de sa personne et jeune, mais certains chefs d'Hawaï pensaient qu'il était le fils de Cook. Donc les relations homosociales hiérarchiques à bord étaient sujets aux articles sur la guerre britannique. Et la sodomie était punie par la pendaison ou d'autres punitions comme les coups de fouet. Et donc la sodomie était de plus en plus liée à des notions d'efféminé, de débaucherie, dans la Grande-Bretagne du XVIIIe siècle. Donc ces suspicions homophobiques étaient projetées sur les sociétés indigènes, et la terreur de perdre sa masculinité à bord était amplifiée par la peur de la perdre sur la plage. Donc d'autres pratiques genrées et sexuelles en Polynésie étaient encore plus déroutantes, comme les mahous à Tahiti et aux Marquises, comme les Akane qui avaient des relations sexuelles avec des hommes à Hawaï. Mais contrairement aux Akane, ils n'étaient pas considérés comme des hommes, mais des jeunes hommes qui étaient socialisés pour se comporter comme des femmes. Donc ils pratiquaient la fellation, parfois la sodomie, pas avec d'autres mahous, mais avec d'autres hommes qui n'étaient pas rendus comme des femmes. Donc dans la langue de la sexologie du XXe siècle, il y avait un troisième genre. Au XVIIIe siècle, ils étaient plutôt comparés à... Ce qui est essentiel ici, c'est la tendance pour les observateurs européens d'utiliser les mots indigènes pour les relations basées sur leurs relations sexuelles et genrées, Aikane ou Mahu. Bon, en dépit des campagnes entre le transvestime et à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, les hommes d'équipage ne condamnaient pas les Mahous. C'est capitaine Bligh, 10 ans plus tard, après une examination manuelle rapprochée d'un Mahou tahitien, pour dénoncer leurs actes bestiaux de gratification, et les gens de la Société missionnaire de Londres, 20 ans plus tard, qui condamnaient ces actes comme des crimes non naturels.
Et maintenant, je vais aller du 18e vers le 20e et même le 21e siècle. Je voudrais suggérer que la période entre les 3 voyages de Cook et les premiers mouvements de la société missionnaire de Londres est une époque où les modèles européens de genre et de sexualité ont été transformés radicalement avec une nouvelle emphase sur la nature des différences entre les hommes et les femmes et la différence entre ce qui est naturel, l'hétérosexualité, ce qui n'est pas naturel, l'homosexualité. Donc cet ordre hétéronormatif de modernité européenne a émergé avec de nouvelles visions d'un corps humain sexualisé qui a ses origines dans la nature et à laquelle on donne une nouvelle value d'intériorité et d'individuation du sujet humain. Comme Thomas Laqueur et Ludmila Jordanova ont suggéré de façon différente, c'était une époque où le sexe devenait plus connecté à la nature des anatomies reproductives qu'on voyait de plus en plus comme la différence entre les hommes et les femmes. Et à la même période, les sexualités non reproductives homoérotiques étaient de plus en plus marginalisées comme non naturelles. Jordanova et d'autres ont représenté comment les sciences émergentes de la biomédecine allaient plus loin et de plus en plus profondément dans l'intériorité du corps avec de nouvelles visions. Et simultanément, les voyages européens sont allés de plus en plus loin en Océanie. Donc si nous lisons des descriptions du XVIIIe siècle du placenta, ils font écho aux mots et images utilisés pour décrire les côtes d'îles exotiques. Donc voyager vers l'intérieur et vers l'extérieur étaient tous les deux essentiels à l'émergence de l'hégémonie de la notion de nature. C'est donc paradoxal que dans ces îles du Pacifique, où l'état de nature de Diderot était localisé dans l'imagination, les hommes européens faisaient l'expérience d'un spectre, d'une gamme de possibilités sexuelles qui étaient de plus en plus perçues en Europe comme non naturelles. Donc les rencontres incarnées au XVIIIe siècle dans le Pacifique ont été impliquées dans une transformation radicale des notions de genre et de la sexualité en Europe qui privilégiait l'hégémonie de la nature. Donc ces notions ont été de plus en plus ancrées par des développements ultérieurs en biomédecine et en biologie évolutionnaire et les nouvelles technologies de psychanalyse et de politique identitaire. Donc nous sommes témoins d'un moment crucial, une rupture dans les années 1960-70, où nous voyons une nouvelle distinction qui émerge dans les langues anglaises et françaises entre le sexe, la différence naturelle entre mâle et femelle, et le genre, les différences culturelles entre la masculinité et la féminité. Donc je connais ça très bien parce que j'ai grandi avec le mouvement féministe à Sydney et j'ai lu Robert Stoller, évidemment. Donc cette distinction était essentielle pour les gens qui travaillaient dans les champs de la médecine et de la psychanalyse, qui parlaient du transgenre. Donc les médecins, les scientifiques, comme John Money en Californie, qui a été le ministre de la Santé ensuite, ont traité des patients qui dérangeaient le modèle des deux sexes, avec des hermaphrodites, nés avec des caractéristiques mâles et femelles. Et ceux qui sont nés avec une identification forte avec le sexe opposé et qui voulaient passer de l'autre côté. Donc à partir de cette période, il y a une industrie qui se crée, qui offre une thérapie hormonale et une réattribution sexuelle à travers la chirurgie. Et la tyrannie de cet empire biomédical dans les années 70 est très bien évoquée dans un roman de Jeffrey Eugénide qui s'appelle Middlesex. Je pense que c'est ma prochaine diapo. Où donc le personnage central, Cal, résiste à la pression de parents, de docteurs, de psychologues, d'être soit mâle, soit femelle. Et lui choisit une vie d'indistinction et de plaisir. Mais la distinction très forte entre le sexe et le genre a également été essentielle dans les phases précoces des mouvements féministes et gays, même si, comme je le suggère, c'est très eurocentrique. C'est une distinction très eurocentrique. Et elle est très controversée par les spécialistes et aussi en termes politiques. Et ces développements en Occident, à part la réassignation biomédicale et les politiques identitaires, a des ramifications importantes pour le développement ultérieur des notions de genre et de sexualité en Océanie, vers lesquelles je me tourne maintenant. Je crois que j'ai 3 minutes, donc je vais devoir vraiment résumer très brièvement
Donc, dans la version la plus longue de la présentation, si je peux avoir la diapositive, je compare des travaux très précoces de Deborah Elliston. Elle a un nouveau chapitre qui va être publié dans Gender on the Edge, et je compare ton travail, Nico, sur les Leti à Tonga, et avec les écrits de Smith et Wallace sur Samoa. Et en fait, je vais venir à cette dernière section sur Fa'afafine au Samoa et à Aotearoa, Nouvelle-Zélande. Donc c'est ce que Lee Wallace et Joanna Smith ont écrit. Donc je voudrais considérer d'abord la représentation des Fa'afafine au Samoa à travers l'objectif des documentaires de télévision Queens of Samoa, produit en Nouvelle-Zélande en 1995 et diffusé à la télé de très nombreuses fois. Donc ce film travaille en mettant en contraste les Fa'afafine authentiques de Samoa avec la figure corrompue de l'homme homosexuel occidental. Et donc c'est l'histoire de l'impact corrosif du colonialisme sur la culture samoane. Donc c'est une vision avec les images habituelles des palmiers, du lait de coco et des coiffes traditionnelles des jeunes femmes de Samoa et des longueurs d'étoffes de tapa que portent les femmes. Et la voix off nous dit « Fa'afafine » veut dire être comme une femme, et les labels européens comme transsexuel ou gay ne marchent pas. Donc je pense que on fête le fait que les Samoans acceptent très chaleureusement les Fa'afafine dans leur famille, et toute construction des relations sexuelles avec les Fa'afafine sont réfutées ici. Ce sont simplement des femmes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Et je pense que Lee Wallace a raison. L'hétérosexualité obligatoire est réinscrite dans la narration de ce film, et c'est un contraste très fort un contraste spatial entre les Fa'afafine dans les villages et les Fa'afafine plus urbaines qui s'orientent de plus en plus vers les modèles occidentaux. Donc les premières sont représentées comme authentiquement samoanes et les deuxièmes comme suspectes. Donc Lee Wallace suggère que le film Queens of Samoa révèle une homophobie samoane en refusant de voir l'homosexualité comme quelque chose d'indigène. Joanna Schmidt, dans son travail beaucoup plus ethnographique, suggère une vue relativement différente. Elle dit que Wallace et les autres ont imposé des modèles occidentaux sur la relation sexuelle entre une Fa'afafine et un homme hétérosexuel. Donc ce n'est pas vu comme hétérosexuel par d'autres parties. Donc ça nécessite que les Fa'afafine soient des hommes d'une façon dont elles ne se voient pas elles-mêmes. Donc cela est modifié par la façon dont elles se voient et leur héritage culturel, plutôt que par leur sexualité d'individus. Donc comme Besnier et Ellington, et je n'ai pas le temps de développer, Smith situe l'expérience de Fa'afafine dans un contexte de colonialisme, de nationalisme, de transnationalisme et de migration. Beaucoup plus de Samoans vivent à l'extérieur de Samoa que dans les îles. Et dans ce contexte, plus particulièrement, que de nouvelles formes d'identification émergent, de nouvelles façons d'expression sexuelle émergent, et un individualisme de style occidental également. Donc Smith nous montre comment être Fa'afafine est lié à l'ethnicité, au fait d'être samoan. Mais au cours de leur vie en Nouvelle-Zélande, les Fa'afafine ont réalisé des connexions importantes avec des hommes homosexuels et des gens beaucoup plus au niveau politique notamment. Et donc elle suggère que l'identité des Fa'afafine est fluide et est en cours de transformation. Et finalement, on peut voir que les Fa'afafine ne sont pas simplement les objets d'un regard voyeur, mais les agents de leur propre destinée, qu'on voit dans des performances et des écrits des Fa'afafine elles-mêmes, et plus particulièrement dans l'art performatif de quelqu'un avec un héritage japonais à la fois que samoan. Donc il ne faut pas en rester sur les conceptions binaires homme-femme, homo-hétéro, mais surtout sur les modèles binaires de vision
océanienne et occidentale. Donc je vais vous laisser en vous montrant des images très provocantes avec cette utilisation du corps utilisé pour lancer un défi à l'interprétation du corps colonialiste et pour déranger le spectateur avec les histoires mélangées de son propre corps.